Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je repoursuis encore sur un pay-per-view de la ROH, de la Ring of Honor Pro Wrestling, enfin wrestling seulement, mais voilà, mais c'est un pay-per-view officiel cette fois-ci, et pas un weekly ou événement du genre, comme ça, donc laissez-moi vous le montrer. Driven 2008, du côté de Boston, Massachusetts, le 9-19-2008, avec comme affiche Larry Sweeney. Et pour la plupart, et j'aimerais bien vous le dire, mais la plupart des catcheurs, j'ai dû me renseigner sur la plupart, et même en particulier beaucoup plus sur Larry Sweeney, car non seulement c'était un manager, mais aussi un ancien catcheur, et à ce que j'ai appris, Larry Sweeney, il n'est plus de ce monde, même à l'heure actuelle. Donc il est plus de ce monde depuis près de 12 ans. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, parce que non seulement Larry Sweeney s'était intéressé au catch et qu'il a dû être catcheur et en même temps manager, mais aussi il souffrait de bipolaire, donc il était bipolaire. Et à ce que j'ai entendu, enfin ce que j'ai vu sur Wikipédia, il serait donné la mort, et ça je ne devrais pas normalement le dire. En gros, il s'était suicidé en se pendant lors d'un poteau du turnbuckle du ring, lors une salle d'entraînement de lutte, et qu'à ce qui paraît, il a été tué, quoi. Donc à ce qui paraît, il serait mort en se pendant, enfin, par pendaison, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est horrible. Comment lui on va dire le Bobby Heenan de Wish, on va dire ça comme ça, même si rien que le style, le costard et les lunettes, je me demande comment un type qui est catcheur mais en même temps manager peut, on va dire, quitter le monde brutalement, alors qu'il n'avait que 30 ans en 2011. Il avait que 30 ans. Et 30 ans, c'est jeune. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je croyais qu'il avait pris sa retraite parce que je me demandais qu'est-ce qui devenait. Et la plupart des catcheurs ROH, je me suis tous demandé qu'est-ce qui devient à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est la seule question, vraiment la seule question. Et pourtant, au sujet de ce type, je ne savais pas du tout. Je croyais que c'était qu'un un manager ou catcheur totalement random et que il allait prendre vite sa retraite. Donc je croyais ça. Mais au final, non. Il s'était donné la mort, alors que normalement, au sujet de la mort, je devrais même pas dire. C'est un peu comme le cas Chris Benoit, je devrais même pas le dire, parce que, voilà, ce qu'il avait fait Benoit était horrible, mais ce que Sweeney s'était fait lui-même, c'est terrible. Surtout d'un être humain qui souffre de bipolaire. Et ça, je ne savais pas du tout. Donc oui, j'ai dû un peu me renseigner sur lui et sur la plupart des catcheurs qui sont, on va dire, soit à la retraite, soit ils continuent toujours, ou alors soit ils ont mis leur carrière entre parenthèses pour être booker, pour la plupart. Donc après cette triste affaire, maintenant, passons au show. Donc, toc, 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 toc. Je me rappelle qu'il y a 2 bonus, enfin 3 matchs bonus, même un clip, mais sauf que voilà, les bonus sont là. Et si je crois bien, il y a un match qui fait même pas partie de ce DVD, c'est Ernie Osiris contre Frankie Arion. Et c'est Ernie Osiris qui bat Frankie Arion. Voilà, de manière rapidement. Donc c'est un 3, alors qu'il fait même pas partie de la carte du show. Et encore un autre match, Bob Evans contre Alex Payne, ou Alex Payne avec différentes façons. Ce match-là aussi, je mets un 3. Car voilà, ces matchs-là, je ne les ai pas vus dans un ordre précis, mais c'est victoire de Bob Evans. Alors que je me demande s'il n'est pas à la retraite, parce que j'avais vu que sur Wikipédia, euh, il était soit à la retraite, soit en tant que coach. Enfin, je peux me tromper, mais
Voilà, mais en tout cas, ces gens-là, ben, soit ils ont quitté le monde du catch. C'est un peu comme Ernie Osis et Frankie Arion, Alex Payne, euh, et d'autres qui ont sûrement arrêté le catch, et que c'est peut-être possible. Donc, voilà, je repoursuis encore, mais cette fois-ci, le dernier. Chasing Race contre Glizzy Redwood, qui est Mitch Franklin, et que Mitch Franklin a dû changer de gimmick. Oui, celle d'un bûcheron, car il confirme en promo, mais sauf que, voilà, même malgré un bon ceiling dans le match, mais qui est très courte, c'est quand même Chasing Race, qui est accompagné par The YRR, donc son fameux équipe, où il y a justement Jason Blade et Kenny King. Et pourtant, c'est lui qui remporte le match, même s'il y a eu un tout petit peu d'aide de la part de son équipe, mais c'est victoire de lui. Donc 3,10. Bon, après, entre Daisy Ace et Madison Elgles, ça va se jouer dans la carte principale. Donc cela, je le dis pas pour l'instant. Je le dirai dans un moment bienvenu. Donc la carte principale, Austin Harris contre The Delirious. Alors je me rappelle qu'il tape une promo et qu'il dit qu'il va en avoir terminé avec Jimmy Jacobs et la plupart d'équipes de Age of Falls. Et qu'il veut déjà confronter directement Jimmy Jacobs. Alors que voilà, maintenant on connaît l'histoire qu'il y a entre les deux hommes, l'animosité qu'ils ont entre les deux. Voilà, comme quoi Austin Harris a pris la copine de Jimmy Jacobs, donc Lacey. Et si je crois bien, lors de cette année de 2008, ben, Lacey, elle a carrément arrêté le catch. Ouais, parce que j'avais vu sur son Wikipédia, il n'y avait pas de photo. Et actuellement, ben, on ne sait pas ce qu'elle devient. Et on ne sait même pas si elle a fondé une famille, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle vit paisiblement et que j'en n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, c'est cette année-là qu'elle a arrêté le catch. Et que ça laisse Harris tout seul. Mais bon, Harris, il va notamment, on va dire, eu d'autres petites relations avec d'autres catcheuses. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il avait été accusé lors de 2000... Je crois que c'est pendant le mouvement Speaking Out. Enfin, Speaking Out. Là où les femmes catcheuses ou les femmes ont été victimes de harcèlement, peut-être agression sexuelle par d'autres catcheurs. Ou ouais, ça dépend, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Harris a été victime, il a été accusé, quoi, et pas victime, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Il n'a pas été victime, il avait été accusé, mais on ne sait pas si c'est totalement vrai, mais à l'heure actuelle, c'est que on ne sait pas s'il va remonter sur les rings indépendants, mais en tout cas, il ne catch plus en ce moment même. Parce qu'il il a été visé, comme Marty Scurll, comme d'autres lutteurs ont été victimes. Enfin, victimes. Pourquoi je dis victimes, moi? C'est pas normal. Ils ont été accusés. Et même Joey Ryan a été accusé. Et d'autres personnes. Mais bon, la liste est longue. Donc, voilà. On ne sait pas plus sur lui. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il affronte The Delirious. Et que Delirious, il s'est rangé du côté de Age of Falls. Donc, il est passé du côté obscur. Donc, le délire côté obscur. Et que il ne fait pas de cadeaux, il préfère faire un gros massacre envers ses adversaires. Donc il a vraiment fait sur Harris, mais on connaît Harris et sa combativité ne laisse, on va dire, personne, mais vraiment personne, on va dire, hors de la touche. Ouais, parce que je sais contourner les différents frasques, mais que même si Delirious a fait quelques belles offenses et il a vraiment tout tenté de remporter la victoire, c'est finalement Austin Harris qui fait un Brainbusters. Et après ça, il enchaîne avec des coups de genoux directement dans le crâne. Et il fait sa fameuse Cobra Clutch en crossface modifié. Et il bat
Et bah justement, The Delirious, alors que Jimmy Jacobs a tout fait pour essayer bah, de le pourrir le match. Donc Delirious abandonne et à la fin, bah, Jacobs, il allume Harris, comme quoi il n'a pas terminé ses affaires personnelles. Alors que, alors que dans le précédent review, j'avais dit que il commençait à devenir émo, donc un peu dépressif et, et troublé psychologiquement. Et que là c'est de plus en plus. Là, c'est de plus en plus. Et qu'il décide d'appeler Tyler Black, voilà, pour qu'il s'acharne à deux. Et c'est là où Harris va saigner du front. Et qu'ils vont même sortir une table. Et que Jacobs va placer Harris sur la table. Et que c'est là où Tyler Black a eu un tout petit peu raison d'essayer de le faire raisonner. Pour le faire comprendre, mec, qu'est-ce que tu fais on a un match tout à l'heure, fais pas le con. Il a eu son compte, c'est bon, on peut partir. Et que Jacobs ne veut rien entendre, il fait sa fameuse Selton Splash de l'extérieur du ring pour écraser Harris sur la table. Voilà, et c'est là où ils vont partir. Donc ce match-là, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est à 3,50. Voilà, malgré la fin du match, mais ça va, ça peut passer. Et là, maintenant, Sarah Del Rey contre Jessica McKay. Alors, tout d'abord, ça commence directement avec Larry Sweeney, donc le regretté Larry Sweeney, que j'aimerais bien l'appeler, fait une promo et il met un peu over Sarah Del Rey et qu'il a trouvé directement une catcheuse bah, qui était entre guillemets random, parce qu'on sait qui c'est, Jessica McKay. Pour ceux qui ne savent pas qui est ce Jessica McKay, ben c'est Billie Kay de la WWE avec Peyton Royce, mais sauf que Cassidy, Peyton Royce, elle n'apparaît pas à la ROH parce que je pense qu'elle catchait toujours en Australie et que Jessica McKay, enfin, pourquoi ils appellent Jessie McKay? Ah, parce que là, il est marqué Jessie et j'avais pas remarqué, mais moi, je l'appelle Jessica McKay parce que c'est son vrai nom. Donc, on va dire Jessica McKay, voilà, qu'elle fait entre guillemets ses débuts officiels, même si elle job face à Sarah Del Rey. Parce que je me rappelle que le match va pas durer très longtemps. Elle va, on va dire, gifler Sarah Del Rey. Enfin, elle va gifler Sarah Del Rey. Non, elle va gifler Jessie McKay. Et qu'après, elle fait la prise du papillon. Et elle fait un genre de souplex avec. Pour la victoire. Voilà, elle bat Jessie McKay facilement. Et que ce match-là, 2,90. Et que vous savez pas actuellement, mais Jessica McKay, donc Peyton Royce, enfin Peyton Royce, non c'est pas Peyton Royce, c'est Billie Kay, donc Billie Kay, et elle va être maman, oui, parce que j'avais vu ses récents, on va dire, mises à jour d'Instagram, et que comme quoi elle va être maman. Donc elle a, entre guillemets, mis fin à sa carrière, et pareil pour Peyton Royce, Cassidy. Elle a aussi mis fin à sa carrière, et je ne sais pas si c'est pour le moment ou alors pour toujours. Car on sait que Peyton Royce est actuellement maman, et qu'elle est mannequin en même temps, et que c'est pareil pour Jessica McKay. Donc elle va être maman, mais en même temps en tant que mannequin. Comme quoi, je comprends un peu leur décision de quitter un peu le monde du catch. Il y en a qui ne le comprendraient pas, mais d'autres il faut le comprendre. Bon, je crois que j'ai déjà assez tout dit sous ce match-là. Maintenant, passons aux hommes. Donc, Brent Albright et Eric Stevens contre The Sweet Sour Inc. Donc, équipe composée de Adam Pearce et de Eddie Edwards qui font équipe. Le match-là, j'ai pas besoin trop d'en raconter, si ce n'est que il y a eu des offenses, des échanges à deux et des prises en duo. Mais à la fin, c'est Brett Albright et Eric Stevens qui bat The Sweet Sour Inc. Donc voilà, ce match-là, 3,5. Et maintenant, il ne reste plus que Chris Hero contre Jerry Lynn. Et qu'un premier temps, ben, la rivalité n'avait pas encore terminé entre les deux. Parce que oui, les deux étaient en rivalité. Et que Jerry Lynn n'a pas oublié ben, ce fameux coup de pute que Chris Hero a fait. Notamment en l'agressant
en, en le bafouant, en faisant des choses sales sur lui, et qu'il ne l'a pas oublié, et qu'il veut prendre sa revanche sur Hiro. Et d'ailleurs, il aura eu sa vengeance, Jerry Lynn, mais en vain. Elle était en vain parce que Chris Hero, ben lui, c'est sûr, il sait comment, on va dire, se défendre, il sait comment gérer un match, pareil pour Lynn, mais que là, on a deux styles et, entre guillemets, deux vétérans qui savent contrôler leur systémique du ring. Et... Attendez. Jerry Lynn avait l'avantage, il avait justement l'avantage, il était même prêt à en finir face à Hiro, mais Hiro a été, on va dire, plus combatif et résistant, qu'il l'allume avec des elbows et tous les prises de son arsenal, et c'est là où il sort son fameux Rolling Hero Elbow pour la victoire. Donc il bat Jerry Lynn, et ce match-là, 3,40, je le mets ça. Et maintenant, ben, match de Three-Way Dance, enfin match triple menace à élimination. Bryan Danielson contre Claudio Castagnoli et contre Go Shiozaki. Je me rappelle que les deux étaient en rivalité parce qu'à la fin du match, Danielson va faire une promo contre Castagnoli et aussi un peu contre McGuinness. Mais ça, on va revenir plus tard. Donc, le match débute, commence entre Danielson et Castagnoli, les futurs membres de The BBC. Non, The Blackpool Combat Club. Ouais, Blackpool Combat Club. Ouais, The BCC, on va dire ça comme ça. Et qu'ils se foutent sur la gueule. Et qu'ils se foutent sur la gueule encore. Et qu'il y a Go Shiozaki qui n'est pas loin. Et que le premier à être éliminé, c'est Claudio Castagnoli. Enfin, il a été éliminé parce que il a été incontrôlable. Il a allumé Go Shiozaki, il a allumé Danielson et il a même allumé un arbitre. Et du coup, quand tu allumes un arbitre, tu l'as fait exprès et que c'est disqualification. Donc, il a été éliminé justement du match et qu'il allume les officiels de la ROH et même les catcheurs locaux, les jobbers, les catcheurs établis. Donc, il allume tout le monde. Donc, il se fait escorter de l'arène parce que voilà, il a agressé un arbitre et des catcheurs qu'il était censé justement de les battre. Et du coup, ça va se jouer entre Danielson et Go Shiozaki. Et ça part dans le climax, parce que pour moi, c'est un genre de climax. Ils tentent tout pour le tout, des coups de coude, des grapples, final finishing. Et même aussi, Go Shiozaki, il tente aussi le tout pour le tout, comme son fameux running knee et le clothesline à la manière japonaise et pas japonaise. Ça n'existe pas, japonaise. Donc japonaise, ça existe, et pas japonaise. Et que oui, j'ai un tout petit peu du mal à parler, parce que oui, je vais trop vite, comme d'habitude, trop vite. Et que c'est là où il maîtrise Go Shiozaki en faisant pas un Hell's Gate, mais un Triangle Choke sur la tête, donc un Guillotine Triangle Choke, et qu'il fait des coups de coude sous le crâne de Go Shiozaki, et qu'au moment où il maintient le Triangle Choke, Go Shiozaki ne répond pas du tout. Et du coup, l'arbitre met vainqueur Danielson par soumission technique. Donc, on le sait que c'est victoire de Bryan Danielson. Et que ce match-là, 3,90. Voilà. Et maintenant, les matchs par équipe, Tag Team Scramble. Donc, les Briscoe Brothers, Jay Briscoe et Mark Briscoe contre The YRR, Jason Blade, Kenny King, contre The Vulture Squad, Rucus et Jigsaw, et contre The Necro Butcher, qui est tout seul. Donc il n'a pas de partenaire, et lui, il préfère se la jouer solo. Ce match-là, je vous dis, c'est un gros bordel. Un gros bordel. Un magnifique bordel, vu comment on a du mal à suivre dans le match, comme un peu d'habitude, quand c'est surtout moi, on a du mal à suivre, ça part en bordel royal, et que ils sont libres d'utiliser les objets, les tables, les chaises, et j'en passe des armes, et que même si Necro Butcher se joue Obélix style, parce qu'il a un petit côté Obélix ou un côté Berserk, car il allume tous les catcheurs en équipe,
quitte à utiliser des armes. Donc il est fou furieux, il est déchaîné. Et que après ça, si je crois bien, les Briscoes, ils font un tas de chaises sur les chaises déjà en préparation. Et que Necro Butcher va s'encastrer dans les chaises. Et il va être apte du match jusqu'à ce qu'ils vont faire, les frères Briscoes, le Doomsday Device sur un des membres de Vulture Squad pour la victoire de toute façon. Ce match-là, 3,80, car c'est un bon bordel, un bon gros bordel. Et concernant The Necro Butcher, lui, j'ai appris que lui ne catch plus du tout et qu'il est en fauteuil roulant, à ce qui paraît. Peut-être à cause de ces matchs très violents, et du coup ça lui a, on va dire, laissé des séquelles. Mais qu'il a bel et bien une famille, mais bon, maintenant du fait qu'il est peut-être un homme sage, tranquille, et qui ne fait plus du mal à personne, le reste, voilà, on n'en pense pas moins. Mais bon, voilà, c'est un petit info, qu'on ne le sait plus, et que j'aurais dû y savoir. Maintenant, dans le bonus, il y a Daisy Ace contre The Madison Anglès. Donc, même s'il apparaît pas dans la carte là, mais que dans le bonus. Mais moi, j'ai le papier comme quoi elle est bel et bien dans la carte principale, mais qu'ils l'ont mis comme un petit genre de pré-show. Alors que c'est un peu ridicule de la façon dont comment ils décident de placer les matchs. Donc entre Daisy Ace et The Madison Anglès. Tout ce que je peux en dire sur ça, vraiment sur ça, c'est que c'est victoire de The Daisy Ace avec la même prise que The LA Knight. The FBC, je crois, ça s'appelle. Mais en tout cas, elle fait exactement la même prise que LA Knight. Et ça, la prise de LA Knight, je devrais l'avoir en tête le nom par cœur. Mais sauf que c'est pas évident. Donc voilà, victoire de Daisy Ace. Et c'est un 3,20. Et maintenant, Riftitus contre Josh Daniels. Et je vais vous dire directement, c'est Riftitus qui bat Josh Daniels. Et que c'est un 3,10. Voilà, directos. Parce que j'aurais dû le citer, mais lui aussi il était dans un genre de pré-show. Mais sauf que ce n'est pas un pré-show, c'est dans la carte principale. Voilà, il y a des matchs que j'ai décidé d'aller très rapidement, parce que c'est trop long. Et que c'est un tout petit peu normal pour moi. Et maintenant, match pour le titre du monde de la Ring of Honor. Nigel McGuinness contre Mr. Backbreaker, Roderick Strong. Et que ce match-là, un banger. Un banger, franchement. Un énorme banger, comme le show, évidemment, c'est un banger également. Et que les deux ont sorti de tout ce qu'ils avaient, vraiment tout ce qu'ils avaient. Concernant Strong, c'est les backcrackers, les backbreakers, et même les prises en soumission du genre, et prises finish, comme le Tiger Bomb, et d'autres prises, vraiment d'autres prises. Alors que Nigel McGuinness, totalement détestable, et un peu méprisable, alors qu'au début il était adoré de la foule, et maintenant détesté de la foule, depuis qu'il est champion de la Ring of Honor, et il ne fait que un peu provoquer les fans américains. Et du coup, quand les Américains se sentent un peu moqués, on sort l'Américain modèle qui peut, on va dire, régler cette affaire, qui peut régler ça à l'amiable. Et du coup, Strong le fait. Il a vraiment tout tenté, hein. Même un powerbomb avec son genou pour faire un cassage de dos direct. Et ça, c'est un peu horrible quand je vois ça, mais ça peut faire son effet. Et comme j'ai dit, ils avaient tout tenté, mais vraiment tout. Mais qu'à la fin, quand c'est McGuinness qui prend l'avantage, il l'allume avec une cause line et que il fait son Ladden Tower du côté de l'extérieur du ring, et ça peut être très dangereux. Mais ça, c'est que de l'extérieur au niveau du coin dur du ring. Et après, il retente une cause line et Tour de Londres, une nouvelle fois, et il bat Roderick Strong. Direct, il bat Roderick Strong.
Et que ce match-là, c'est un 4,5. Je le mets un 4,5. Et maintenant, le main event, parce que oui, je passe directement au main event, pour les titres du monde de la Ring of Honor. Donc, Kevin Steen et El Generico contre The Age of Falls. Donc, équipe composée de Jimmy Jacobs et de Tyler Black. C'est le moment, c'est l'instant. Et que là, pareil, j'ai pas les mots pour dire que ça a été la fiesta de la violence. Vraiment, c'était une fête, ce match-là. Et qu'on va couronner 2 nouveaux champions par équipe, à la personne de Kevin Steen et El Generico. Car tout le reste, c'était assez long. Même s'il y a eu tentative de Fisherman Brainbusters, Package Piledriver, Yakuza Kick et Brainbusters dans le turnbuckle, le Selton Splash de la 3e corde, même un sharpshooter, car Kevin Steen a fait un sharpshooter sur Tyler Black, mais Tyler Black n'abandonne pas, même s'il y a eu des sales interventions, des sales coups, et j'en passe. Mais à la fin, El Generico fait un ultime Yakuza Kick sur Black, et après ça, ben, ça permet à Kevin Steen de faire son package piledriver et de faire retourner Jacobs pour l'offrir à pâture à El Generico, pour qu'il fait son fameux Brainbusters, et que c'est là où il remporte les titres par équipe. Donc les nouveaux champions par équipe sont Kevin Steen et El Generico, et ils peuvent célébrer tous les deux ensemble. Et que ça a été un pur bonheur, vraiment un très très pur bonheur, et que ce match-là, comme j'ai dit, c'est aussi un banger, comme le match entre Nigel McGuinness et Roderick Strong. Donc on peut le qualifier de banger. Et que ce match-là, 4,50. Et que c'est là où je vais directement achever. Donc voilà, c'est tout pour Driven. Et concernant les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, parce qu'il y en a eu des segments promo, mais ce serait trop long à vous expliquer. 4,5, je le mets aussi un 4,5. Voilà, ça peut largement suffire. Et maintenant, je pense que je vais passer au dernier pay-per-view. Et après ça, les derniers pay-per-view, je passe au DVD, enfin, les pochettes ou coffrets 3 DVD de ROH, de Best of 3, de Best of 4. Et après, un DVD sur Samoa Joe. Et j'en passerai d'autres DVD, bien sûr, également. Donc, voilà, comme j'ai dit, 4,5 pour ce show, qui est un banger. Et moi, je m'arrête ici. Donc, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.